L'homme qui part, dans la chute d'Albert Camus, se livre à une confession calculée. Réfugié à Amsterdam, dans une ville de canaux et de lumière froide, où il joue l'ermite et offre des fêtes, cet ancien avocat attend dans un bar douteux des auditeurs complaisants. Il a le cœur moderne, c'est-à-dire qu'il ne peut supporter d'être jugé. Il se dépêche donc de faire son propre procès, mais c'est pour mieux juger les autres. Le miroir qu'il regarde, il finit par le tendre aux autres. Où commence la confession, où commence l'accusation. Qu'est-ce qu'un juge pénitent? Il y a quelques années, j'étais avocat à Paris et, ma foi, un avocat assez connu. J'avais une spécialité, les nobles causes. La veuve et l'orphelin, comme on dit, je ne sais pourquoi, car enfin, il y a des veuves abusives et des orphelins féroces. Il me suffisait cependant de renifler sur un accusé la plus légère odeur de victime, pour que mes manches entrassent en action. Et quelle action! Une tempête! J'avais le cœur sur les manches, on aurait cru vraiment que la justice couchait avec moi tous les soirs. Je suis sûr que vous auriez admiré l'exactitude de mon ton, la justesse de mon émotion, la persuasion et la chaleur, l'indignation maîtrisée de mes plaidoiries. J'étais soutenu par deux sentiments sincères. La satisfaction de me trouver du bon côté de la barre et un mépris instinctif envers les juges en général. On ne peut pas nier que, pour le moment du moins, il faille des juges, n'est-ce pas? Pourtant, je ne pouvais comprendre qu'un homme se désignât lui-même pour exercer cette surprenante fonction. Je l'admettais puisque je le voyais, mais un peu comme j'admettais les sauterelles, avec la différence que les invasions de ces orthoptères ne m'ont jamais rapporté un centime, tandis que je gagnais ma vie en dialoguant avec des gens que je méprisais. Mais voilà, j'étais du bon côté. Cela suffisait à la paix de ma conscience, le sentiment du bon droit, la satisfaction d'avoir raison. La joie de s'estimer soi-même, cher monsieur, sont des ressorts puissants pour nous tenir debout ou nous faire avancer. Au contraire, si vous en privez les hommes, vous les transformez en chiens écumants. Combien de crimes commis simplement parce que leur auteur ne pouvait supporter d'être en faute? Tiens, j'ai connu autrefois un industriel qui avait une femme parfaite, admirée de tous, et qu'il trompait pourtant. Cet homme enragé littéralement de se trouver dans son sort, d'être dans l'impossibilité de recevoir ni de se donner un brevet de vertu. Plus sa femme montrait de perfection, plus il enrageait. À la fin, son sort lui devint insupportable. Que croyez-vous qu'il fit alors? Il cessa de la tromper? Non. Il la tua. C'est ainsi que j'entrai en relation avec lui. Ma situation était plus enviable. Non seulement je ne risquais pas de rejoindre le camp des criminels, en particulier, je n'avais aucune chance depuis ma femme étant célibataire, mais encore je prenais leur défense, à la seule condition qu'ils fussent de bons meurtriers, comme d'autres sont de bons sauvages. La manière même dont je menais cette défense me donnait de grandes satisfactions. J'étais vraiment irréprochable de ma vie professionnelle. Je n'ai jamais accepté un pot de vin, cela va sans dire. Je ne me suis jamais abaissé non plus à aucune démarche. Chose plus rare, je n'avais jamais consenti à flatter aucun journaliste pour me le rendre favorable, ni aucun fonctionnaire dont l'amitié pût être utile. J'eus même la chance de me voir offrir 2 ou 3 fois la Légion d'honneur que je pus refuser avec une dignité discrète où je trouvais ma vraie récompense. Enfin, je n'ai jamais fait payer les pauvres, et je ne l'ai jamais crié sur tous les toits. Je passais pour généreux, et je l'étais. J'ai beaucoup donné en public et dans le privé. J'avais même un tel plaisir à donner que je détestais d'y être obligé. L'exactitude dans les choses de l'argent m'assommait et je m'y prêtais avec mauvaise humeur. Il me fallait être maître de mes libéralités. Ce sont là de bons traits qui vous feront comprendre les continuelles délectations que je trouvais dans ma vie et surtout dans mon métier.
Être arrêté, par exemple, dans les couloirs du palais, par une femme d'un accusé qu'on a défendu pour la seule justice aux pitiés, je veux dire gratuitement, entendre cette femme murmurer que rien, non, rien ne pourra reconnaître ce qu'on a fait pour eux, répondre alors que c'était bien naturel, n'importe qui en aurait fait autant, offrir même une aide pour franchir les mauvais jours à venir, et puis, afin de couper court aux effusions, et leur garder ainsi une juste résonance, baiser la main d'une pauvre femme, et briser là. Croyez-moi, cher monsieur, c'est atteindre plus haut que l'ambitieux vulgaire et se hisser à ce point culminant, où la vertu ne se nourrit plus que d'elle-même. Si le destin m'avait obligé de choisir un métier manuel, tourneur ou couvreur, soyez assurés que j'eusse choisi les toits et fis amitié avec les vertiges. Les soutes, les cales, les souterrains, les grottes, les gouffres me faisaient horreur. J'avais même voué une haine spéciale aux spéléologues qui avaient le front d'occuper la première page des journaux et dont les performances m'écœuraient. S'efforcer de parvenir à la cote moins 800, au risque de se trouver la tête coincée dans un gouleux rocher, puis un siphon, comme disent ces inconscients, me paraissait l'exploit de caractères pervertis ou traumatisés. Il y a crime là-dessous. Ma profession satisfaisait heureusement cette vocation des sommets, et m'enlevait toute amertume à l'égard de mon prochain, que j'obligeais toujours sans jamais rien lui devoir. Elle me plaçait au-dessus du juge, que je jugeais à son tour, au-dessus de l'accusé que je forçais à la reconnaissance. Pensez bien à cela, cher monsieur. Je vivais impunément. Quelques-uns de mes bons criminels avaient d'ailleurs, en tuant, obéi au même sentiment. La lecture des journaux, dans la triste situation où ils se trouvaient, leur apportait sans doute une sorte de compensation malheureuse. Comme beaucoup d'hommes, ils n'en pouvaient plus de l'anonymat, et cette impatience avait pu, en partie, les mener à de fâcheuses extrémités. Pour être connu, il suffit en somme de tuer sa concierge. Malheureusement, il s'agit d'une réputation éphémère, tant il y a de concierges qui méritent et reçoivent le couteau. Le crime tient sans trêve le devant de la scène, et le criminel n'y figure que fugitivement pour être aussitôt remplacé. Défendre nos malheureux aspirants à la réputation devenait, au contraire, à être vraiment connus, et dans le même temps et aux mêmes places, par des moyens bien plus économiques. Cela m'encourageait aussi à déployer de méritoires efforts pour qu'ils payassent le moins possible. Ce qu'ils payaient, ils le payaient un peu à ma place. L'indignation, le talent, l'émotion que je dépensais m'enlevaient en revanche toute dette à leur égard. Les juges punissaient, les accusés expiaient, et moi, libre de tout devoir, soustrait au jugement comme à l'Assomption, je régnais librement dans une lumière édénique. N'est-ce pas cela, en effet, l'Éden, cher monsieur, la vie en prise directe? Ce fut la mienne. Je n'ai jamais eu besoin d'apprendre à vivre. Sur ce point, je savais déjà tout en naissant. Il y a des gens dont le problème est de s'abriter des hommes, ou du moins de s'arranger d'eux. Pour moi, l'arrangement était déjà fait. Familier quand il le fallait, silencieux si nécessaire. Capable de désinvolture autant que de gravité, j'étais de plein pied. Vous admettrez alors que je puisse parler, en toute modestie, d'une vie réussie.